Salut tout le monde. Il est un journal de bord, Hatem Ben Abdallah, jeudi 29 août 2024, et il est midi. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode sur pourquoi je fais cette chaîne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi en quelque sorte je me mets à nu. Et c'est intéressant de papoter devant un téléphone dans un parc et d'entendre les enfants. Mais je voulais partager un petit bout des raisons pourquoi je m'étais décidé à faire cette chaîne et pourquoi je parle de tous ces sujets-là. Et d'une certaine manière, je partage avec vous ce qui pourrait apparaître comme une forme d'errance, mais qui est pour moi plus un tâtonnement intentionnel et ou au minimum une errance nécessaire. Alors c'est marrant, j'ai un petit bouquin journal que j'ai acheté récemment, The Shadow Journal, en référence au concept de l'intégration du shadow de Carl Jung. Donc en étant dans cette errance ou dans ce tâtonnement intentionnel, j'ai fait énormément de recherches, énormément lu, beaucoup plus que durant les 10 dernières années, j'ai beaucoup plus lu que toute ma vie. Et comment dire, il y a quelques années, j'ai reçu on va dire des claques, des grosses claques, on va dire de l'univers ou de Dieu. Et sur le coup, je les ai pas comprises. Mais c'est après, en voyant le cycle des souffrances et des peines, que j'ai commencé à voir des choses. Donc je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes pensées. Comme à chaque fois, mes vidéos sont improvisées. Et c'est pour ça qu'en général, elles font 30 minutes, 40 minutes. Mais je pense qu'à l'avenir, j'en ferai certaines qui seront un peu plus structurées. Mais je pense que tout a de la valeur, et notamment l'improvisation, voire même la procrastination. Et je dirais que le point de départ, encore une fois, ça va être lié à mon père. J'ai tellement été inconscient dans ma relation avec mon père que j'ai eu l'impression d'être un autre personnage. Et j'ai l'impression que dans cette vie, on mène un sorte de jeu d'acteur où on croit être ce que l'on est et on interagit avec et on connecte à l'autre avec plutôt des mécanismes appris qui deviennent inconscients, comme des automatismes. Et donc ma relation avec mon père a été une relation dysfonctionnelle, pleine de souffrance, et donc je n'ai rarement pu voir ou connaître mon père qu'au-delà de l'image que soit il lui avait été assigné, soit ce qu'il dégageait. Et je vais retomber sur mes pas, vous inquiétez pas. Et donc j'avais et j'ai toujours un profond amour pour mon père. J'étais fan de mon père et je pouvais pas lui dire.
et j'ai gardé mes sentiments pour moi parce que il fallait que je me conforme à la pensée entre guillemets familiale du moment, ce que j'appellerais la secte, secte de la pensée et des émotions. Donc mon père était comme un personnage et on lui avait assigné une sorte d'identité. Et moi, je grandissais en l'aimant, mais ne sachant pas comment lui dire, comment l'exprimer, juste en étant admiratif de ses caractéristiques. Et pourquoi je parle de tout ça, c'est que quand je l'ai rejeté, j'avais à peu près 19 ans, ce phénomène d'être dans des rails, dans des sillons inconscients, a continué. Donc j'étais déjà déconnecté de mon père à cause de l'ambiance dysfonctionnelle familiale. Mais même après, quand je l'ai rejeté, j'étais sur mes rails psychologiques à croire tout ce que j'avais ressenti, tout ce qu'on m'avait dit. Et ce qui s'est passé, c'est uniquement lorsqu'on m'a annoncé son décès, c'est là que mon cœur, mon cerveau, tout s'est libéré. Et donc pourquoi je parle de tout ça, c'est que, et je vais retomber sur mes pattes concernant pourquoi je fais cette vidéo. Il y a, je pense, dans les interactions humaines, quelque chose qui est de l'ordre plus de la survie que vraiment de l'authenticité. Et j'ai l'impression qu'on est un peu comme des acteurs. Peut-être que ce sont des relents des instincts biologiques en nous, les instincts tribaux, où en fait la tribu est ce qu'il y a de plus important. Et donc quand j'ai rejeté mon père, j'ai l'impression que j'ai eu l'autorisation d'être moi-même. Non seulement d'être moi-même, mais aussi surtout de pouvoir l'aimer, puisque il n'était plus là. Maintenant, toute cette errance, ces conflits, ces ressentiments que j'avais à son encontre devenaient futiles. Alors, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une attaque de chenille. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est mort, je n'ai pas pu exprimer à qui que ce soit ce que je traversais, ce que je ressentais. J'ai eu, on va dire, sans être trop méchant, une étreinte de la part de mon ex à l'époque, genre minimum syndical, et c'est tout. Alors que pendant 3 ans, j'ai caché ma peine en chialant dans la douche. Mais pourquoi je dis tout ça, c'est que quand il est mort, il y a eu d'un seul coup, de manière instantanée, un retour vers l'authenticité chez moi. Et c'est extrêmement douloureux quand tu passes ta vie à te conformer, à repérer tous les codes pour savoir comment survivre, comment ne pas être rejeté. Et à ce moment-là, quand tu as quelqu'un que tu aimes et qui meurt instantanément, il y a toute cette vague d'émotions, de gâchis qui apparaissent et qui, d'une certaine manière, rendent tout futile. Et à ce moment-là, la seule voie, à ce moment-là, dans ma souffrance, c'était l'authenticité. Ma souffrance, mes peines, mes émotions étaient tellement puissantes que je ne pouvais pas les cacher, les couvrir avec un endoctrinement X ou Y. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un désir profond de... C'est comme si j'avais eu accès pour la première fois à l'amour véritable. J'imagine qu'on a ça avec des proches, que lorsqu'ils décèdent et on réalise, mince, j'aurais peut-être pu lui dire A, B ou C ou pas. Et je pense qu'en nous, il y a
la capacité, ou en tout cas un élan lié à l'amour possible, qui est cet amour ultime, altruiste et non égoïste. Et lorsque donc mon père est mort, après j'ai passé des années à essayer d'avoir accès à des photos, à des écrits, à des choses. J'ai appelé quelques oncles pour vraiment connaître mon père, parce que jusqu'à sa mort, j'étais en une forme d'errance. Et ça a été un point de pivot. Ça a été le premier galet blanc au milieu de la nuit qui a orienté mon âme et mon intellect vers cette quête intérieure. Et donc j'ai passé un certain temps à essayer de trouver des écrits, des photos puisque j'avais mon amour pour mon père qui s'était libéré. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu l'impression que pendant mon enfance, et principalement je pense à cause des souffrances de ma mère et de sa manière d'exprimer ses rages et ses colères, j'ai interprété ça comme le fait, l'interdit d'aimer mon père. Et donc j'ai tout fait pour essayer de trouver des photos, et j'ai galéré, j'en ai pas trouvé. Je pense que je peux faire un meilleur travail, et ça m'a permis de réaliser que moi, à mon tour, je devais être sûr de laisser quelque chose. C'était le premier indice. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé cette chaîne, peut-être à 6-8 mois. Quand j'ai fait cette chaîne, elle a démarré vraiment avec cet instinct, d'amour que j'ai pour mon père. Et ensuite, l'amour que j'ai pour mes enfants et mes neveux et mes nièces. Et je me suis dit, peut-être que au lieu d'être dans l'intellectualisme permanent, dans la réflexion confortante, peut-être que je devais laisser quelque chose, une trace, ou créer des channels ou des axes de connexion à l'autre, notamment à mes enfants et à mes neveux et nièces. Et je me suis dit que pendant que je papote et que je raconte mes pensées, mes réflexions, je me suis dit, au moins ça pourra servir, peut-être, j'espère, mes enfants ou mes neveux et nièces à me connaître, et moi me permettre aussi de les connaître aussi un peu mieux. Et ça, c'était le début, l'étincelle. Après toutes mes lectures, mes expériences personnelles, j'ai l'impression que les réflexions, les analyses, les lectures sont là plus pour nous permettre de tenir la distance dans cette vie, mais que finalement il y a quelque chose de symbolique, de mythique lié au passage à l'acte. Et donc en m'exposant, en essayant de me livrer à travers cette chaîne, j'espère créer le début de nouvelles fondations familiales et pouvoir laisser quelque chose qui sera utile pour d'autres personnes, mais aussi et surtout pour mon père et mes enfants et mes neveux, mes nièces. Et peut-être à travers ces réflexions,
pouvoir communiquer indirectement mon amour pour eux. Et aussi peut-être les aider à leur montrer que si je peux, moi, avec mon hypersensibilité, ma timidité, ma gêne, si j'arrive à montrer ma tronche sur YouTube, bah, peut-être qu'eux, ils peuvent s'assumer encore mieux et déployer et mieux déployer leurs ailes. Et donc voilà, donc l'une des origines de pourquoi j'ai fait cette chaîne, c'est pouvoir laisser quelque chose, une opportunité à une connexion plus profonde avec l'autre, notamment mes enfants et mes neveux et nièces. Et je suis bien conscient que tout ce que je raconte, peut-être que ça aura du sens auprès des jeunes générations que plus tard, lorsqu'ils auront 30 ans, 40 ans. Mais ça, c'est une petite pierre. Il y a aussi d'autres raisons pourquoi j'ai fait cette chaîne. Il faut savoir que la chaîne YouTube que j'ai faite fait partie de toute une longue stratégie familiale. Et c'est comme si à force d'épreuves, de souffrance et d'incompréhension, j'ai eu un tsunami émotionnel il y a 10 ans, et puis il y a aussi 6 ans qui m'a montré la nécessité d'être dans cette vie. Pardon, je vais me prendre un café. Comme s'il y avait une nécessité dans cette vie à accepter ce qui est, mais en même temps de pouvoir exploiter ce que je suis persuadé existe en nous, cette étincelle de création qui mérite d'être honorée, utilisée pour le bien, pour la connexion, et donc j'ai senti que il y a pas mal d'années maintenant que la vie que l'on peut avoir au quotidien, conventionnelle, nécessaire en même temps, payer les factures, tout ça, est une forme d'errance autorisée, normalisée dans cette vie. Et donc, quand j'ai eu un petit peu accès à ce qu'avait traversé mon père, j'ai ça a d'une certaine manière activé ma quête personnelle et ma quête spirituelle. C'est un peu gênant pour moi de partager parce que je sais que la majorité des personnes n'ont pas de désir ou de curiosité liée à la quête spirituelle. Et je sais que plein de gens n'en ont pas besoin, et bref. Et en fait, c'est comme si la vie m'avait montré petit à petit l'absurdité de la vie normale, conventionnelle. Celle où on veut juste une tranquillité d'amis,
organiser les vacances pour chaque été, avoir quelques week-ends, être capable d'avoir une sorte d'aisance financière et de payer les factures. Mais au-delà de tout ça, un vide total. En tout cas, chez moi, ça, j'ai tout fait, j'ai tout essayé pour me conformer à cette norme et j'y suis pas arrivé en fait. Plus j'essayais d'être un normaux pensant, et plus la chute était grande. Et donc je fais cette chaîne comme pour poser une première pierre et pouvoir me préparer à ce qui va suivre. Notamment, lorsque j'ai déménagé de France et que je suis venu aux États-Unis, j'ai tout doucement, très très lentement, commencé à m'intéresser à la culture américaine et petit à petit jeter un œil aussi du côté conservateur américain, chrétien conservateur américain, et j'ai fait des découvertes incroyables. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait dans la culture américaine, en tout cas un certain segment de la population, des efforts qui doivent venir de l'interprétation du christianisme, des efforts, des actions et des intentions pour construire sa vie, construire sa famille, créer des fondations, un terreau. Et ça fait beaucoup penser au concept de planter un arbre pour que les générations futures puissent se reposer sous son ombre. Et donc tout ça, j'avais dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, toutes ces petites briques. J'avais ma culture française que j'aime et l'histoire de France que j'admire. Et j'avais l'enfance difficile que j'ai pu avoir, que j'ai eue. Ma difficulté à connecter au monde normaux-pensés, normaux-pensants. Et donc j'avais ces briques et je ne savais pas comment les assembler. Et c'est pour ça que moi qui ai passé la plus grande partie de ma vie à essayer d'avoir une compréhension intellectuelle des choses, je me suis rendu compte des limites de cet instrument qui est la pensée ou l'esprit. Et j'ai commencé à faire des tâtonnements et à me rendre compte qu'en fait, il y a une dimension mystique, voire divine, qui est en permanence présente dans nos vies. Et la seule différence, c'est de décider d'avoir un désir pour entreapercevoir le divin ou le mystique. Et donc, je me suis rendu compte aussi que j'avais énormément sous-estimé l'interconnexion qu'on a tous entre nous, et que j'allais certainement réussir ma vie en prenant mes distances avec mon enfance, mon passé, et je me suis donc rendu compte que j'avais passé une bonne partie de ma vie à partir, aller loin, à aimer les voyages, sans me rendre compte qu'en fait les casseroles étaient toujours attachées à moi, et donc que d'une certaine manière on ne peut pas aller de l'avant si on ne se retourne pas
Beaucoup de personnes disent bon, il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur intérieur. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter sa bagnole, regarder dans le rétroviseur intérieur, se retourner et confronter le passé symboliquement une bonne fois pour toutes et décider d'aller de l'avant. Et la compréhension de ma vie, de mon enfance, de ma relation avec mon père et de pas mal d'autres choses est assez récente pour moi. Ça fait peut-être 3, 4, 5 ans. Et ces compréhensions-là ne sont pas arrivées de manière intentionnelle. J'étais forcé de chercher à comprendre. Et je pense que notre âme, notre cœur et notre biologie sont intimement liés. Et je pense que notre instinct de survie matériel peut activer la quête spirituelle. Et donc, pourquoi je parle de tout ça, c'est que quand ma perception, quand j'ai accepté de me découvrir et de réaliser que je n'étais pas normal, il y a un grand soulagement qui s'est passé. Je me suis dit, il y a quelques années, bah écoute, t'es pas normal, tant pis. Et là, d'un seul coup, c'est comme si mon cœur et mon âme s'activaient, se révélaient, et donc j'arrivais après, petit à petit, par petits incréments, à augmenter ma perception et mon niveau de conscience. Et à un point où en fait, ces élévations, on va dire, ces micro-avancées dans ma perception, me changeaient aussi. Je ferai une vidéo notamment sur mes découvertes concernant l'amour, où en fait c'est un terrain incroyable, sans fin. Et donc plus j'augmentais ma conscience, plus je changeais. Alors, et donc, ça m'a permis de réaliser qu'en fait, on était dans cette vie, qu'on était d'une certaine manière connecté et qu'on ne pouvait pas le voir, ou qu'on ne peut pas le voir ou même le ressentir tant qu'on n'a pas ce désir de se reconnaître dans l'autre. Et donc, quand j'ai compris tout ça, parce que moi, j'ai toujours eu besoin de comprendre, j'ai toujours eu du mal avec l'autorité. Et quand je me suis rendu compte qu'on était connectés, on est non seulement connectés dans cette vie, toi, l'ami qui est chez toi, qui est en train d'écouter mon blabla, on est connectés. On est connectés, on ne le sait pas. On n'a pas... On a l'organe en nous, mais il est éteint. Et on est aussi connecté au-delà du temps. On est connecté avec nos ancêtres, mais on est aussi déjà connecté avec notre descendance. Et quand j'ai commencé et j'en suis persuadé, et quand j'ai commencé à me rendre compte de ça et tout, donc je me suis dit, moi qui avait des questionnements dans tous les sens, il y a 10, 15 ans, j'étais là en train de me dire, mais c'est quoi le projet dans cette vie, à part gagner de l'argent et partir en vacances, il y a peut-être autre chose. Et je me suis rendu compte, grâce à mes voyages et aussi surtout à mon expérience aux États-Unis, où j'ai fait un effort incroyable de laisser rentrer une partie de la culture américaine en moi, celle qui m'avait été interdite à cause de mes convictions politiques de l'époque.
et aussi parce qu'en France, on est quand même globalement, on va dire, on est plus ou moins, on est tous dans ce spectre de gauche humanitaire, anti-tout. Et moi, j'avais mis des rideaux de fer contre tout ce qui était conservatisme de droite, christianisme, tout ça, parce que c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais enfant. Et je me suis bien vautré. C'était vraiment débile. Bref. Et donc, si on est tous connectés, c'est intéressant d'explorer ce concept parce que ça veut dire qu'en fait, on a une responsabilité. On a la responsabilité de l'autre. C'est-à-dire que tout ce que je partage, en tout cas, ce sont des convictions. Hein. Je n'ai pas de preuves scientifiques. Je partage ma quête personnelle, spirituelle et intérieure. Mais si l'autre dysfonctionne, si l'autre nous fait du mal, si l'autre... il semblerait qu'il y a en lui quelque chose qui cause ce mal et que parce qu'on est connecté, il y a en moi, il y a quelque chose en moi qui rend l'autre... c'est comme si je contribuais aux dysfonctions de l'autre. C'est super dur à articuler. On est dans cette vie matérielle où on se dit, l'autre c'est une andouille ou un connard, regarde, il me saoule, il fait ça. Et on ne peut pas voir et ressentir qu'en fait, si je prends soin de moi, que je fais un effort de correction, de remise en question et que j'embrasse le fait que je suis connecté à l'autre, même le plus gros des connards, en corrigeant cette partie liée à ma connexion à l'autre, je crée une opportunité à l'autre de pouvoir guérir. En me guérissant moi, il semblerait que je puisse permettre à l'autre aussi de guérir. Et ça résonne avec... j'avais fait une vidéo sur le concept hawaïen de la prière Ho'oponopono là. Et aussi, je suis persuadé que spirituellement, je pense que le monde spirituel et le monde matériel sont connectés. Et il semblerait que si quelqu'un m'a fait du mal, si je ne lui pardonne pas, je crée en moi les pensées, je perpétue, je maintiens les pensées de souffrance et de ressenti que j'ai vis-à-vis de l'autre. Et donc, je pense que ces pensées, ces énergies restent, s'expriment, condamnent l'autre, en gros. On dit beaucoup, on entend souvent en majorité qu'il faut pardonner pour se libérer soi-même. Mais je pense de plus en plus qu'en fait, il faut pardonner l'autre pour le libérer. Tant qu'on ne pardonne pas, on crée ces pensées de souffrance, de déception, de ressenti. Elles se maintiennent et elles condamnent l'autre à ça. C'est comme... c'est très similaire, je crois, à si tu as un petit chien adorable, si tous les jours tu lui dis qu'il est méchant, qu'il est nul, il y a de fortes chances que le chien le devienne. Et c'est assez similaire donc avec le pardon. Je pense qu'il y a plusieurs facettes au pardon.
il faut naturellement pardonner pour pouvoir reconnaître l'autre comme faisant partie de la création, hein, donc pas comme quelque chose de nécessairement défectueux. Il faut pardonner aussi pour pouvoir se libérer soi-même, mais peut-être le plus important, il faut pouvoir pardonner pour l'autre. Et c'est un truc qui a du mal à être compris, accepté ou ressenti dans ce monde matériel parce qu'il y a des cas extrêmes où les gens n'arriveront jamais à pardonner l'autre. Et donc pourquoi je parle de tout ça et que je parle dans tous les sens, c'est que quand j'ai petit à petit collecté ces informations-là, qui sont la moitié liées à ce que je ressens et l'autre moitié à mes réflexions intellectuelles, et ben je me suis rendu compte qu'en fait ma vie, j'avais le devoir et la responsabilité d'honorer ce lien qui existe entre nous tous. Le lien le plus évident, c'est celui que j'ai avec mes enfants et mes neveux et nièces, mais c'est pas, ça s'arrête pas là. Je pense que ça continue avec toutes les âmes. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire d'une certaine manière que je dois faire quelque chose pour honorer ma part. C'est-à-dire que les efforts que je fais à titre personnel, ils ne sont pas là que pour moi. Ils sont aussi nécessaires parce que si je suis connecté à l'autre, c'est mon devoir de me corriger, de m'arranger, de m'élever pour ne pas tirer tout le bazar vers le bas. Et les choses s'éclaircissent de plus en plus parce que en fait, je ne me rendais pas compte quand j'étais adolescent. Dans les familles, tu as une forme de dynamique. Tu as les familles puissantes, fortes, connectées, qui font penser aux tribus. Mais en général, les familles modernes, c'est plutôt colonies de vacances. On mange un bout autour de la table, mais il n'y a pas de projet familial, il n'y a pas... Le monde moderne a fait un super travail de défoncer toute velléité familiale, de créer quelque chose sur la durée, avec un projet, une intention. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les familles, les éléments endommagés, toxiques, en souffrance, ont beaucoup plus de pouvoir gravitationnel que les autres membres de la famille. Donc, en moyenne, les gens sont plus ou moins désintéressés par la famille. La famille, c'est juste un moment, le week-end, pour manger un bout avec les oncles et les tantes. Mais bon, à part ça... Et je me suis rendu compte que dans les familles, qu'elles soient dysfonctionnelles ou pas, il y a toujours quelques éléments, de par leur souffrance, leur dysfonction, qui tirent la couverture vers eux sans s'en rendre compte. Donc c'est comme si tu pouvais avoir un élément toxique familial qui, de par sa nature, peut tirer tout ou partie de toute la famille vers le bas. Et donc ça veut dire que pour contrebalancer ça, il faut au moins une personne avec une attention, une détermination incroyable, parce que j'ai l'impression que dans ces domaines-là, le négatif, le toxique, l'endommagé a beaucoup plus de poids que les intentions bonnes. Et donc quand j'ai commencé à comprendre tout ça, je me suis dit, bon ben, il faut que j'ai un projet familial et que j'ai une intention, et c'est pour ça que cette chaîne est qu'un petit bout de tout un organigramme que j'essaye de déployer pour aider et soutenir mon nom, ma famille, mes enfants, mes neveux, mes nièces,
en créant ou en étant influent dans les fondations familiales pour pouvoir créer quelque chose qui aura du sens et de l'inspiration. Et c'est pour ça que je dirais dans mon projet de vie, il y a mes projets artistiques de films, de courts-métrages, de longs-métrages, que j'adore et que je trouve beaux et puissants. Et je sais maintenant que je dois les faire, pas pour moi, mais pour ce projet qui intègre le fait que on est tous déjà connectés. On le voit pas et on ne le ressent pas. Donc d'une certaine manière, je fais tous ces efforts parce que j'ai l'impression que je ne m'appartiens pas. J'ai l'impression que j'appartiens à mes ancêtres, à mes enfants, à mes neveux. Quand je dis je ne m'appartiens pas, ça ne veut pas dire j'ai une négation de qui je suis. Ça veut dire que ma quête a d'autant plus de sens. Par exemple, j'ai ma voisine que j'adore et que je connais depuis à peu près 8 ans et je l'aime vraiment beaucoup et elle fait partie de ces connexions évidentes. Et quand je dis je ne m'appartiens pas, c'est d'une certaine manière, les choses doivent avoir du sens pour moi. Ce que je fais n'est pas juste pour un plaisir personnel gratifiant, pour un jour avoir une forme de réussite X ou Y. Je le fais parce que si je ne m'appartiens pas, donc j'ai un devoir d'honorer les autres qui, d'une certaine manière, me possèdent de par leur amour, de par cette connexion. Et donc c'est d'autant plus inspirant pour moi de savoir que quand je me lève le matin et que je fais ce que je fais, d'une certaine manière, je le fais pour l'autre, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes ancêtres, pour ma grand-mère, et je le fais pas pour moi, pour pouvoir un jour me payer des vacances un peu plus belles qu'aujourd'hui. Et donc, et je le fais aussi pour mes amis. Je pense que c'est ma théorie. Je pense que plus tôt on réalise qu'on ne s'appartient pas, et mieux c'est, parce que l'inspiration auto-centrée, j'ai l'impression qu'elle plafonne assez rapidement. Et voilà, donc par exemple j'ai un rêve d'avoir une maison dans le Maine, près d'un lac. Et quand je pense à ce rêve, je le pense aussi pour les miens. Et donc, comment je rebranche avec cette vidéo, pourquoi j'ai fait cette chaîne? Il y a dans mon organigramme, il y a cette première chaîne YouTube pour me familiariser avec mon visage, avec le fait de m'exprimer comme ça, pour casser certains symptômes liés à mes traumas de l'enfance. Mais j'y vais par palier. Donc après, je vais certainement faire une chaîne pour partager profondément, un peu plus profondément, toutes mes découvertes concernant l'aliénation parentale. J'ai passé 6-7 ans à étudier ce phénomène qui a plein de ramifications psychologiques, spirituelles et philosophiques. Et ensuite, et en parallèle, je compte écrire un livre que j'aurais voulu avoir quand j'avais 20 ans. Je sais pas si c'est... C'est comme si en fait, ce livre, pourquoi j'ai décidé de faire ce livre, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai une famille qui est décousue. T'en as pas mal en Tunisie, certains en France, c'est un peu dans tous les sens. Et quand tu as 16 ans, tu es content, parce que la famille, c'est plus un moyen de passer du bon temps avec des gens
que tu connais depuis l'enfance, mais après quand tu grandis, que tu as 20 ans, tu te sens bien seul. Et je me suis dit, je suis en train d'écrire ce livre pour moi, que j'aurais bien voulu avoir lorsque j'avais 20 ans, dans ce livre, je décris un certain nombre de valeurs, de vertus, de sagesse personnelle. Et ce livre, je l'écris aussi pour mes enfants et mes neveux, afin que, comment dire, c'est pas un livre qui veut s'imposer et dicter des choses, une méthode. C'est quelque chose qui est plus là pour lorsqu'on se sent seul. Et en général, on a des moments de grande solitude, même lorsqu'on est en couple et qu'on est entouré. Je me dis peut-être que ce livre peut servir comme un indicateur d'amour et de dire, de sentir qu'il y a un mur derrière nous sur lequel on peut s'adosser. Et donc voilà, j'ai tout un organigramme de choses à faire et qui se sont révélées, nécessaires et que je n'aurais jamais pu comprendre, accéder, avoir le désir même, si je ne m'étais pas ramassé toutes ces claques que Dieu ou l'univers m'avait envoyées là. Et donc je pense sincèrement que cette vie a du sens. Et si on néglige notre rapport si on néglige notre désir de trouver du sens dans cette vie, je pense qu'on se ramasse des souffrances. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai un peu traîné, mais en tout cas voilà, je voulais expliquer une partie de pourquoi j'avais fait cette chaîne et qu'en gros il y a du boulot et que je vais continuer. Je pense que bientôt je vais démarrer cette chaîne YouTube en anglais pour parler de ce drame qu'est l'aliénation parentale, qui est un vrai fléau et qui persiste dans beaucoup de familles. Et ça sera une chaîne un peu plus organisée où je transmettrai un petit peu mes découvertes et peut-être aider des parents ou des enfants qui sont séparés de leurs proches. En tout cas, au minimum, de pouvoir les aider à garder le moral. Donc voilà. Voilà, en tout cas merci. Et je pense que la prochaine vidéo que je ferai sera au sujet de l'amour. Voilà. C'est marrant, j'ai un peu de gêne de le dire parce que c'est vraiment un des plus gros sujets de ma vie. Voilà les amis, avec tout mon amour, je vous dis à bientôt. Salut!